BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Crypto, le club. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 15h30 sur BFM Business. On va parler des dernières actus, on va parler de la réserve stratégique, de la folie des meme coins, de la gymnastique aussi incessante que les réglementations MiCA notamment imposent aux plateformes et aux acteurs du secteur. On va parler de Donald Trump en longueur comme dans toutes les autres actus et on va parler aussi de transmission et de fiscalité. Mes invités aujourd'hui, Louis Laszlo, directeur technique et produit chez Meria. Bonjour. Louis, ravi de vous retrouver. Lilian Aliaga, cofondateur de Hawk Research. Vous nous rappelez ce que c'est Hawk Research, Lilian? Hawk Research, c'est une plateforme pour suivre toutes les insights sur le marché des cryptos et avoir les meilleures informations pour les données, les analyses. Données, analyses, recherches sur les cryptos. Et nous sommes aussi avec Jean-Charles Chemin, cofondateur de Legapass. C'est là qu'on va parler de transmission, de crypto, notamment de fiscalité, de formation aussi des acteurs du secteur. Ça va être très intéressant. Merci d'être avec nous dans cette émission. Vous nous posez toutes vos questions sur l'actualité, sur les invités, crypto@bfmbusiness.fr. Vous nous posez aussi toutes vos questions. Vous le savez, de façon générale, le jeudi, on répond à ces questions. On fait une émission complète. BFM Crypto, le club, c'est parti. Je ne sais par quel bout le prendre, par quelle question commencer, mais bon, souvent, depuis un mois et demi, on commence par le même mot, c'est Donald Trump a fait quelque chose, Donald Trump a affirmé quelque chose. Là, on va commencer par la réserve de crypto, cette réserve qui interroge, qui devait être au départ une réserve de Bitcoin et qui maintenant devient une réserve de Bitcoin, d'Ether, aussi de Cardano, d'XRP. Voilà, quel message déjà Lilian ça envoie? Est-ce que ça a inquiété le secteur ou plutôt rassuré le secteur? Justement, je pense que ça l'a beaucoup inquiété et c'est un petit peu quelque chose que je trouve intéressant à suivre comme indicateur pour ceux qui nous écoutent ou qui lisent les médias, n'ont pas forcément le sentiment de marché qu'on peut avoir sur Twitter, qui est, voilà, on appelle ça le crypto Twitter. C'est un peu l'endroit où il y a le plus d'informations, le plus de discussions, d'informations sur les cryptos. On peut palper le sentiment des investisseurs. Et suite à cette annonce de Donald Trump dimanche, et on va revenir dessus sur le contexte, il y a eu énormément d'interrogations et le sentiment de marché est vraiment tombé au plus bas, presque plus bas que ce qu'on pouvait avoir à l'époque de FTX. Donc c'est pour vous dire vraiment le niveau. Pour le contexte, donc effectivement, Donald Trump, pendant sa campagne, nous parlait d'une potentielle réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. C'était une proposition de sa sénatrice Cynthia Lummis. Lorsqu'il a intégré la Maison-Blanche, c'est devenu une réserve en crypto. Donc déjà, on se disait, bon, qu'est-ce qu'il veut faire par là? Parce que autant pour du Bitcoin, ça peut sembler logique, autant pour d'autres cryptos, vu la volatilité et vu les propositions de valeur de ces cryptos, ça n'a pas vraiment de sens. Et on n'avait plus de nouvelles depuis début janvier jusqu'à ce dimanche où... sans forcément prévenir, sans communication préalable et avec des formes qui sont vraiment discutables, Donald Trump publie 2 posts sur son propre réseau social pour dire mon équipe de recherche sur cette réserve stratégique est en train d'étudier le cas de 3 cryptos, XRP, Cardano, Solana. Très mauvaise réaction des investisseurs évidemment sur les réseaux, sur le marché. Bon, en toute logique, on a ces 3 cryptos-là qui vont exploser, notamment Cardano qui prend 60% dans l'heure qui suit. Et puis, 2 heures après, il se rattrape un petit peu en disant non, mais vous inquiétez pas, il y aura aussi du Bitcoin et de l'Ether parce que j'adore ces cryptos-là et il n'y a pas de raison qu'elles n'y soient pas. Donc, finalement, Bitcoin et Ether suivent et on finit dimanche avec une des journées les plus... probablement la meilleure journée qu'on ait connue depuis le début de l'année 2025 et depuis bien longtemps sur le marché. Et puis, la journée d'hier, vous l'avez tous vécu. C'est catastrophique. 2e pire journée de l'histoire des cryptos en termes de perte de valorisation. 500 milliards de dollars qui sont évaporés comme ça dans la journée. Un Bitcoin qui, et on le voit avec les graphes derrière nous, évolue maintenant plus bas qu'il ne l'était avant cette annonce. Pour l'Ether, c'est même encore pire. Et donc finalement, qu'est-ce qui reste de tout ça? Et ça, c'est le sentiment qu'on peut palper sur les réseaux sociaux. C'est un agacement, voire même, j'ai envie de le dire comme ça, un ras-le-bol de la part de la communauté crypto de ce que nous fait Donald Trump. C'est-à-dire que on l'a érigé comme, et quand je dis on, je m'inclus pas forcément dedans, mais on l'a érigé comme la figure de l'industrie crypto, celui en qui on donnait un petit peu les clés pour l'avenir du marché à court terme, parce qu'il voulait prendre cette casquette de candidat pro-crypto et de futur président pro-crypto. Et pour le moment, tout ce qu'il a fait, c'est un marasme d'informations, d'annonces, de tentatives qui n'ont aucun sens, aucun lien les unes entre les autres. Le lancement de son meme coin en parallèle qui va siphonner les liquidités, faire perdre énormément d'argent aux investisseurs et en faire prendre énormément à ses équipes, des centaines de millions de dollars. Puis des annonces de la part de son fils
et de lui-même au sujet de leur projet World Liberty Finance, ce qu'on appelait maintenant le Trump and Dump, c'est-à-dire ils annoncent on va investir là-dedans, le marché apprécie l'annonce et puis derrière ça dump et les gagnants, on se demande qui c'est. Et encore une fois, là, avec ce qui s'est passé, on se demande qui a véritablement gagné là-dedans et on commence à remettre en cause la bonne foi de Donald Trump et se dire est-ce qu'il n'y a pas de l'insider trading derrière ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui étaient informés de cette communication en amont, qui ont pu en profiter pendant que le retail, donc l'investisseur particulier, lui, se fait tondre. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une petite, on en parlait hors antenne, j'hésitais à en parler parce qu'il n'y a rien de certain avec ça, mais il y a une adresse qu'on a détectée dimanche matin, donc avant les annonces de Donald Trump, qui a déposé plusieurs dizaines de millions de dollars sur une plateforme de trading décentralisée, donc il n'a pas besoin de KYC, donc pas besoin de donner son identité pour l'utiliser, qui a ouvert une position longue sur Ether en levier 50 de plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est vraiment un niveau de risque qui est proche de la débilité. Et juste avant l'annonce de Donald Trump, donc on se dit ça c'est quelqu'un qui avait des infos. Il n'en a pas totalement profité parce qu'il a coupé avant de profiter de la hausse. Mais par contre, hier soir, avant l'annonce de Donald Trump des tarifs, il a pris la même position, cette fois-ci en short, et il s'assoit aujourd'hui sur 90 millions de dollars de bénéfices. Donc on peut se demander si, in fine, il n'y a pas l'utilisation des cryptos comme une manière de profiter des annonces de Trump et de profiter du fait qu'il a la main mise sur tous les marchés. On parle des cryptos, mais je pense que vous en parlez aussi dans d'autres domaines, dans la bourse de manière générale. Son impact, il est dévastateur. Et là, vraiment, on a un agacement profond de la part de la communauté. Agacement profond, Louis, c'est aussi ce que vous dites, parce qu'il y a ces annonces qui font baisser les marchés. Il y a une sorte de perte de crédibilité là-dedans. Enfin, est-ce que les espoirs qui étaient suscités il y a encore 6 semaines sont en train de complètement s'effondrer et finalement, le secteur ne va pas... peut-être à long terme, bénéficier tant que ça de la politique de Donald Trump? Alors je pense déjà que c'est les marchés d'une manière générale qui sont impactés. Il y a beaucoup d'inquiétudes et d'incompréhension de beaucoup d'acteurs, que ce soit institutionnels ou investisseurs plus traditionnels. On voit qu'il y a beaucoup d'attentes sur un peu les prochaines semaines et les prochaines annonces, notamment côté crypto, le 7 avec le sommet crypto organisé à la Maison Blanche avec un certain nombre d'acteurs du secteur. Donc ça va, je pense que beaucoup de gens attendent ce qui va sortir de ça. Peut-être un peu plus de clarté, puisque jusque-là c'est Donald Trump qui menait la danse ou indirectement ses enfants via World Liberty Finance. Donc là il y a son groupe ou sa task force crypto qui se saisit du sujet, accompagné d'un certain nombre d'actes de professionnels. Donc espérons que ça clarifie les lignes et la position de la Maison Blanche ou du gouvernement américain et pas juste de Donald Trump et de ses intérêts sur le sujet. Donc voilà, on va voir ce que ça donne côté Maison Blanche le 7. Et après d'une manière générale, je pense que tout le monde est assis soit derrière son journal, soit derrière son téléviseur pour suivre les annonces minute par minute, puisque c'est vraiment instable, et que ce soit crypto ou marché traditionnel. Mais c'est intéressant, parce qu'on parle de Donald Trump tout le temps, comme s'il faisait la pluie et le beau temps, et en l'occurrence, ça a l'air d'être le cas, mais il y a une SEC derrière. Enfin, je veux dire, quel est son rôle dans ce secteur? On sait qu'il a mis à la place de Gary Gensler quelqu'un qui était pro-crypto, mais enfin, est-ce que cette autorité des marchés financiers ne joue plus son rôle? Là, il y a pas mal d'acteurs qui se mobilisent ces dernières semaines aux États-Unis, quel que soit le bord, que ça soit sénateur démocrate ou républicain. Justement, on parlait du phénomène du Trump and Dump, qui commence à alerter sur ce phénomène-là et qui réclame une enquête. Ouais. Donc voilà, je pense que ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Peut-être que ça disparaîtra pendant la durée du mandat présidentiel et ça reviendra a posteriori. Ouais. Mais voilà, je pense que ça pose question. Ça commence à être très 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 gros. Et je pense que on va avoir quelques dossiers qui sortent de ça, soit directement liés aux proches de la Maison Blanche, soit indirectement. Mais oui, il y a quelques suspicions délits d'initiés sur le sujet. Parallèlement, vous voyez, ça nous a fait quand même parler 12 minutes cette histoire. À chaque fois, ça nous prend un temps incroyable. Donald Trump, il sait monopoliser l'attention. Parallèlement à cela, MiCA s'applique. MiCA s'applique en Europe. Nous, on est contraints de se mettre en conformité, tous les acteurs du secteur. On a vu cette info, certaines cryptos sont délistées des principales plateformes, Binance notamment, c'était prévu. Coinbase l'avait déjà fait pour se conformer justement à cette nouvelle réglementation européenne. Tout ça était prévu. Finalement, c'est pour réglementer notre secteur, à l'inverse, en Europe, Lilian. Alors, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire là-dessus parce que c'était tout à fait prévu. On connaît le cadre MiCA de longue date. On sait que, par exemple, sur le sujet des stablecoins, il fallait entrer en conformité assez rapidement. Certains acteurs comme Tether avaient expliqué que eux n'avaient aucune volonté de rentrer en conformité et donc que leur stablecoin allait
in fine être délistées des plateformes qui, elles, sont en conformité en Europe, donc elles ne pouvaient plus proposer ces actifs-là aux investisseurs, c'est le cas. Donc voilà, rien de nouveau sous le soleil, on va dire, et donc c'est tout à fait dans la continuité de ce qu'on pouvait attendre. Coinbase, je l'ai dit, l'avait fait quelques mois plus tôt. Chez Meria, vous proposez une quarantaine de cryptos. Les équipes, au départ, ont fait une sélection... Alors, bon, quoi qu'il arrive, quand on liste un asset, surtout qu'on s'adresse à une population très large, pas forcément des crypto-natifs qui ont la capacité à faire leur due diligence avant d'investir, donc on s'adresse à une population très très large d'investisseurs. Donc oui, on a une sélection qui est très drastique, tant sur les projets que sur les fondamentaux, que sur la liquidité, que sur un ensemble de critères qui font qu'on va exposer ce produit-là au marché. Après, derrière, évidemment, vis-à-vis de la conformité de réglementaire, on a des obligations, puisqu'on on a un PSAN aujourd'hui, on est enregistré en tant que PSAN, et on est en route vers la conformité européenne avec l'obtention du passeport avec MiCA. Vous avez 18 mois, c'est ça On a 18 mois justement de tolérance qui nous permet de prolonger en attendant de recevoir MiCA. Par contre, comme l'ensemble des acteurs du secteur, on est en route ou en tout cas dans le dernier sprint pour l'obtention du précieux sésame. Concrètement, ça recouvre quoi d'être dans le dernier sprint? C'est quoi concrètement les actions? Il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup entre le PSAN en tant que tel et entre l'enregistrement PSAN en tant que tel, qui est, on va dire, assez simple à obtenir avec un minimum d'investissement en conformité pour les acteurs. L'enregistrement MiCA demande aujourd'hui un cadre réglementaire qui pourrait s'approcher à ce qu'on demande à un établissement bancaire aujourd'hui, en termes de surveillance du blanchiment d'argent, en termes de mise en œuvre d'outils de sensibilisation sur les risques, ou même aujourd'hui on parle même d'éco-responsabilité des produits crypto auxquels on doit informer les investisseurs avant d'investir. Donc on s'approche vraiment du même cadre réglementaire et du même cadre financier que sur les produits traditionnels pour protéger l'investisseur. Et donc ça demande un investissement aux organisations en temps, en énergie, en argent, en conseil, en outils, en process, en méthode. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on demande à des acteurs plus ou moins outillés de faire un bond énorme et de se rapprocher d'un cadre réglementaire et d'organisationnel d'un établissement bancaire. C'est intéressant, c'est pas la même temporalité de part et d'autre de l'Atlantique. Comment voyez-vous cette volatilité dont on parlait tout à l'heure, vous en tant qu'acteurs, tous les trois du secteur des cryptos, est-ce que vous en souffrez dans votre activité quotidienne ou est-ce que c'est quelque chose que vous voyez avec du recul et vous dites on essaye de pas tanguer nous-mêmes? Lilian? Alors, pour ma part, nous, notre activité, c'est vraiment de créer du contenu sur ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Donc, peu importe ce qui se passe, on aura toujours matière à raconter. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, on essaye de mettre à profit notre expertise, nos connaissances et les outils qu'on a à disposition pour essayer d'expliquer au mieux aux investisseurs qui nous suivent ce qui se passe. Et quand on va revenir sur ce sujet, mais un Donald Trump qui fait la pluie et le beau temps et qui est complètement imprévisible dans ses décisions, malheureusement, on a nous aussi du mal à exercer correctement notre métier. Et après, cette volatilité, ça reste intrinsèquement lié au marché des cryptos et ça fait aussi ce qui l'attrait pour les investisseurs, pour les traders notamment. C'est ça qui fait que des traders viennent se positionner sur ce marché. C'est cette volatilité qui leur offre des belles opportunités. Ça fait encore vendre, c'est ce que vous dites. Ça continue, on va dire, ça continue à attirer des gens. Donc ça, c'est au moins le seul point positif que nous, qu'on peut voir là-dedans. Louis, chez Meria, ça donne quoi, cette volatilité pour le coup? Pour nous, ça nous permet il y a un gros enjeu d'accompagner nos clients justement à se protéger de cette volatilité, de prendre les bons réflexes d'investisseurs, puisque la crypto, comme on le sait, c'est vraiment un des derniers axes de diversification dans une stratégie, on va dire, en bon père de famille sur l'investissement. Donc notre métier, nous, c'est de sensibiliser, d'éduquer et d'accompagner nos différents utilisateurs et clients vers ce monde-là, que ce soit sur les risques, les bons réflexes, la fiscalité, la transmission, etc. au quotidien. Donc aujourd'hui, cette volatilité forte et l'ensemble de ces enjeux nous renforcent et nous obligent à être d'autant plus pédagogiques, éducatifs et d'accompagner nos clients dans ce brouhaha économique qu'on traverse. Oui, ce silence, cette activité assourdissante dont on voyait tout à l'heure, il y a un instant, votre guide que vous avez sorti, les 21 résolutions pour justement ne pas faire d'erreurs pour aborder les cryptos aujourd'hui. Jean-Charles Chemin, je rappelle que vous êtes cofondateur de Legapass. Là, on va parler de succession, de transmission de cryptos et de fiscalité. Avant de dire exactement ce que vous faites, est-ce que vous sentez tanguer le secteur justement en fonction de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique? Nous c'est un mouvement beaucoup plus, on va dire, lissé, puisqu'on va être dans la transmission, donc c'est un temps qui est long.
et qui est plus agréable pour apprécier les crypto-monnaies. Vous avez plus de recul? On a beaucoup plus de recul, mais quand même, ça n'empêche pas d'être assez inquiet et scandalisé par ce qu'on voit, parce qu'effectivement, et ça, pardon, mais on a beaucoup de contraintes, nous, côté européen, en tant que citoyens européens, on fait attention à plein de choses, à l'écologie, à l'honnêteté, etc. Et puis on voit qu'en face, de l'autre côté de l'Atlantique, ils font n'importe quoi, c'est complètement dérégulé, et tout va bien. Donc forcément, ça va avoir un impact, je pense, négatif ici. Et c'est dommage parce qu'on en paye le prix, on essaye d'être des gens sérieux, de travailler de manière honnête. Ouais. Et moi, je suis assez... Enfin, j'aime beaucoup la technologie, j'aime beaucoup la crypto-monnaie, j'aime beaucoup la blockchain et tout ça. Et je trouve que là, on se fait mener en bateau un petit peu et on est tributaire de tout ça. Après, dans mon activité, comme je disais, on est sur du temps long. Donc effectivement, on le voit petit à petit, c'est quelque chose qui devient de plus en plus banal dans la constitution du patrimoine des Français, que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux, parfois à notre grande surprise. Et c'est quelque chose qui avance, et j'espère que ça va continuer, et j'espère qu'on ne va pas se retrouver avec un marché finalement qui est déserté des investisseurs, parce que complètement incontrôlable ou complètement manipulé. Bon, vous inquiétez pas, mener en bateau, c'est un peu le sentiment de tout le monde économique, ne le prenez pas personnellement, c'est pas seulement les cryptos. On va réexpliquer justement ce que fait Legapass concrètement. Alors, on a plusieurs missions. Une première mission, c'est d'accompagner donc les gens de leur vivant à bien préparer la transmission de leur patrimoine, dont le patrimoine numérique est un enjeu important. Et c'est vraiment le cœur de métier, l'ADN de Legapass. Et puis, on a travaillé beaucoup, on s'est rapproché beaucoup des notaires, du notariat, et on s'est rendu compte de ce qu'il y a derrière, de l'autre côté finalement de la pièce, quand on gère la succession. Donc quand c'est trop tard, la personne n'est plus là, on a une famille, un défunt, un notaire qui essaye de régler la succession, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et finalement, en étant un peu des deux côtés, on se rend compte de l'impact de n'avoir rien fait pour la transmission de son patrimoine, et particulièrement le patrimoine numérique. Et du coup, on voit les bonnes pratiques. En tout cas, on a envie d'aller prêcher des bonnes pratiques pour dire aux gens, mais faites attention, parce que malheureusement, on ne choisit jamais son heure. Ouais. Et en matière d'investissement numérique, si on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est dramatique. Redites-nous vite, le patrimoine numérique, c'est les cryptos, mais c'est quoi d'autre, les actifs numériques ? Ça peut être pas mal de choses. En fait, notre patrimoine numérique, ça peut être tout simplement des choses administratives, notre boîte mail, nos réseaux sociaux, des souvenirs, des photos, des vidéos. Tout est numérique aujourd'hui. Et puis après, ça va être sur des parties un peu plus investissement. Ça peut être des investissements en crowdfunding, des investissements en trading, et puis bien sûr en crypto-monnaie. Justement, en crypto, aujourd'hui, concrètement, s'il n'y avait pas Legapass, comment ça s'identifie? Parce que c'est ça, une des grandes parties de votre activité, c'est d'identifier où sont ces successions-là, parce qu'elles ne se voient pas, il y en a qui disparaissent, et ensuite d'organiser. Comment ça se passe concrètement? Alors, nous, on a essayé de prêcher un message de prévention. Et en fait, c'est très dur de dire aux gens, faites attention, et il vaut mieux prévenir que guérir. C'est assez, on l'entend, mais on ne le fait pas. Et de l'autre côté, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver du patrimoine perdu ou oublié dans les successions? Et quand on parlait aux notaires, il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, on leur demandait, mais est-ce que vous avez des crypto-monnaies dans les successions? Et ils nous disaient, non, pas du tout, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. En fait, forcément, si on ne regarde pas, on ne peut pas le voir. Et là, nous, on a commencé à essayer de développer des outils qui permettent de voir ce patrimoine. Et là, on se rendait compte, oui, il existe, il est là, il est bien présent. Et on a pas mal d'anecdotes où des familles, des proches disaient, mais non, c'est pas possible. Et si, vraiment, il y avait quelque chose. Mais comment vous faites pour les retrouver, justement? Parce qu'effectivement, elles ne sont pas notifiées. C'est ça. Normalement, tout ce qui est bancaire, par exemple, au moment d'un décès, il y a une sorte de document qui regroupe tout pour la succession. Mais ça, pour les actifs numériques, ce n'est pas le cas. Non, alors juste pour le bancaire, il y a des choses, mais c'est largement perfectible. Et il y a tout un tas d'actifs qui peuvent se perdre, s'oublier, de l'immobilier, même si on signe des tonnes de documents, du bancaire, de l'assurantiel, et puis tout un tas d'autres actifs, meubles ou pas. Et pour le numérique, alors là, c'est une catastrophe. Et effectivement, il y a plein d'actifs qui vont être complètement oubliés. L'investissement en crypto-monnaie, si on le fait directement on-chain, forcément, il est documenté nulle part. Si on n'a rien prévu,
là, on ne pourra rien faire. Après, quand on va investir ou qu'on détient certaines crypto-monnaies sur des plateformes, là, on peut mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre de les localiser et ensuite de mener les démarches pour les récupérer et les ramener dans la succession. Vous arrivez, alors vous disiez que quand vous interrogiez les notaires, ils n'en avaient pas du tout. Là, vous arrivez finalement, quand vous vous mettez sur un dossier, à trouver quelle part de patrimoine qui va être en crypto ou en numérique. On y arrive régulièrement, on y arrive dans des dossiers qui sont vraiment improbables. Ouais. Des fois, voilà, des papis de 80 ans en campagne qui avaient investi sur de la crypto. Et voilà, personne ne pouvait l'imaginer. Ouais. Et en fait, quand on amène, nous, des éléments concrets, on dit, ah bon, c'est surprenant. Et du coup, comme ça, petit à petit, ça rentre finalement dans les mœurs. Les chiffres, c'est quoi? C'est 12% des Français aujourd'hui qui détiennent. On attend les chiffres de 2025, hein, c'est ça, ça tombe bientôt. Hein. Ouais. Bientôt. On était à entre 10 et 12% l'année dernière, effectivement. Donc ça sera plus, a priori. Du coup, forcément, ça se retrouve dans les successions et pas que chez les plus jeunes, parce qu'effectivement, heureusement, c'est plutôt les personnes âgées, très âgées qui décèdent aujourd'hui, mais pas que, malheureusement. Et en fait, on en retrouve tout le temps et on va les chercher. Nous, on analyse des milliers de sources et dans nos sources, il y a des éléments numériques, des cryptos, des choses comme ça, et on en retrouve de plus en plus. Vous travaillez ensemble avec Legapass, Meria? Ouais, on a été au début, on a été sollicité par Legapass par l'intermédiaire de notre support, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille ensemble pour faciliter ça, puisque nous, notre rôle en tant que plateforme d'investissement, c'est d'accompagner nos clients de bout en bout, pas que rentrer dans la partie, mais c'est également de construire cette stratégie dans le temps et de s'équiper ou en tout cas de s'informer sur la fiscalité, de s'équiper et de préparer la succession. Donc, on travaille ensemble. Et on a mis en place un certain nombre de choses pour pouvoir faciliter et la recherche a posteriori, mais aussi préparer l'avant et aussi simplement que de prévenir des proches en cas d'inactivité qu'un compte existe pour permettre derrière à ses proches de les récupérer. C'est intéressant parce que est-ce que les plateformes européennes et les autres répondent de la même façon à vos sollicitations quand vous recherchez ce qui est possédé, Jean-Charles? Pas du tout, pas du tout. En France, on a des acteurs qui sont sérieux et vous faites partie des gens très sérieux et heureusement. Certifiés et réglementés, c'est pour ça. Oui. Mais ça n'empêche pas d'être honnête. Oui, c'est vrai. On n'est pas obligé d'être contrôlé pour être honnête. Mais du coup, quand on va investir, effectivement, et qu'on choisit en tout cas le mode de conservation de ces actifs, il est extrêmement important parce qu'il va déterminer plein d'autres choses. Donc, quand on investit sur une plateforme française où on est plutôt chez des gens honnêtes. Au niveau de l'Europe, ça se passe pas trop mal. Et dès qu'on va chercher à sortir de l'Europe, ça peut être beaucoup plus compliqué. Ouais. Et ça nous est arrivé de retrouver des crypto-monnaies en dehors de l'Europe et de ne pas pouvoir du tout mettre la main dessus. Donc là, on fait une croix. Alors, ça va être quoi les bonnes pratiques en termes de fiscalité si on veut faire les bonnes actions, ne pas se faire récupérer par le fisc et pouvoir transmettre et pouvoir être d'équerre à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous conseilleriez chez Meria, Louis? Alors, de se faire accompagner en fonction de la taille du patrimoine, soit de s'informer, de le faire par soi-même. Donc, typiquement, chez Meria, on met un certain nombre de ressources à disposition de nos utilisateurs pour s'éduquer, s'informer et sans lire 40 pages de documents, juste avec des réflexes simples sur comment déclarer ses plus-values en crypto, comment s'informer, vers quel partenaire. On cite assez régulièrement le nom de Waltio sur la fiscalité, surtout que la saison fiscale approche, pour pouvoir gérer ce réflexe de fiscalité, et après passer un certain patrimoine, ou en tout cas une certaine empreinte en termes de patrimoine, de se faire accompagner, soit par un conseiller en gestion de patrimoine, soit par un avocat fiscaliste, pour optimiser et sa fiscalité, ou en tout cas avoir les bons réflexes de fiscalité, et pareil pour la transmission, le notaire est le très bon interlocuteur, ou des plateformes plus, on va dire, moins traditionnelles, plus innovantes, comme Legapass. C'est intéressant parce que, Lilian, là on voit que évidemment les investisseurs doivent être formés, doivent effectivement se chercher des informations, mais là c'est finalement toute l'économie traditionnelle qui commence à se mettre à ces cryptos, de gré ou de force d'ailleurs, et qui va devoir elle aussi se former, notamment les notaires. J'imagine que tous les notaires n'ont pas accès ou n'ont pas la volonté de traiter cette partie de leur activité.
C'est-à-dire que vous voulez dire dans le sens où des notaires veulent se former sur ces sujets-là. En tout cas, il va falloir que les acteurs traditionnels s'y mettent, clairement. Okay. Dans ce sens-là, oui, effectivement, nous on l'a perçu. Alors à l'époque, surtout quand je travaillais pour Cryptost, qui est un des principaux médias crypto en France, il y a beaucoup de sollicitations. Effectivement, des investisseurs particuliers pour se positionner, mais aussi des professionnels pour aller chercher des informations. Ils ont besoin qu'on leur explique concrètement qu'est-ce que c'est que ce nouveau secteur et comment est-ce qu'eux, ils peuvent en profiter. On a eu rapidement des conseillers en gestion patrimoine qui sont venus nous solliciter. Mais pour eux, c'est un petit peu plus simple d'avoir des informations. Il y a déjà des acteurs qui sont en place. Mais oui, du côté des notaires et de tout un tas de catégories professionnelles, en fin d'année 2024, il y a eu une explosion, je trouve, du nombre de personnes qui sont venues nous voir en disant voilà, on a besoin d'aide. Est-ce que vous avez des ressources? Est-ce que vous avez des formations? Chose à laquelle, d'ailleurs, on n'avait pas forcément pensé, donc qui a donné des idées à certaines entreprises françaises. Ouais. Mais voilà, effectivement, il y a eu une explosion, je trouve, en fin d'année 2024. Chez Legapass, vous travaillez avec combien de clients, par exemple? Alors nous, on travaille sur la partie notaire, c'est plusieurs milliers aujourd'hui. Ouais. Et en fait, alors des notaires, c'est un petit monde, puisqu'ils sont 17 000, 7 000 études, office. Il y a un vrai besoin et une vraie demande en formation. Puisque le notaire, il a une mission qui est régalienne, et quand on lui soumet un patrimoine, quel qu'il soit, il doit savoir quoi en faire. Et en fait, il y a une mission, comment je le taxe, comment je calcule. Alors ça peut être des donations. Enfin, il y a plein d'autres types d'actes qui vont impacter le notaire. Et ils sont très demandeurs, et c'est quelque chose finalement qui les a un petit peu submergés. Ils se sont fait surprendre. Ils se sont fait surprendre, puisque en fait, au départ, il y a eu peut-être un mouvement de dire bon, c'est quelque chose d'assez marginal et ça va pas forcément nous impacter. Et aujourd'hui, comme c'est un produit d'investissement qui se banalise finalement, ils le rencontrent de plus en plus et ils ont besoin des outils. Donc il n'y a vraiment pas de rejet. Maintenant, ils cherchent à comprendre, ils cherchent à appréhender. Et c'est pas évident parce qu'un actif numérique, on a du mal à le percevoir et à savoir comment on va le traiter. C'est plutôt une bonne nouvelle pour notre secteur européen d'avoir des acteurs comme ça et des demandes de formation, effectivement. Merci à tous les trois. C'est passé beaucoup trop vite, évidemment. Vous reviendrez dans l'émission. Louis Laszlo, directeur technique et produit chez Meria. Jean-Charles Chemin, cofondateur de Legapass, et Lilian Aliaga, cofondateur de Hawk Research. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Sommerer pour BFM Bourse. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et en replay sur notre appli et sur notre site. Passez une très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.